Bonjour à tout le monde. Moi je m'appelle François Piquemal, je suis député de la 4e circonscription de Haute-Garonne et plus particulièrement c'est une circonscription qui est intramuros à Toulouse, qui fait partie des 5 circonscriptions toulousaines. Je voudrais vous remercier déjà de l'invitation, m'excuser du retard que j'ai eu et du fait que je vais devoir partir rapidement parce qu'on a des obligations effectivement à l'Assemblée nationale, mais c'était important pour moi d'être là parce que, pour rebondir sur ce que tu disais, et je vais y venir, sur ce que nous on va proposer, moi je suis député France Insoumise NUPS, mais ce qu'on va proposer à l'Assemblée doit émaner, et ça a été tout le but de notre programme, notamment de l'avenir en commun en amont, des discussions qu'on a avec les associations et avec les personnes qui sont impliquées dans les combats contre les discriminations. Comme sur d'autres volets d'ailleurs. Et je pense que je comptais en parler dès le début parce que je pense que l'histoire qui est arrivée à Toulouse est en fait signifiante du fait, au-delà du modèle législatif, de la conception qui a été mise en place dans certaines villes, dans certains quartiers, autour de ce qu'on appelle la mixité sociale. Personne ne peut être contre la mixité sociale. Si je vous demande ici qui est contre la mixité sociale, levez la main. Voilà, donc on ne peut pas être contre la mixité sociale parce qu'effectivement, tout le monde est pour le mélange, pour que les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées se rencontrent, quel que soit son milieu, etc. Mais ce qui a été fait institutionnellement derrière ce concept de mixité sociale a été en fait une ségrégation urbaine dans beaucoup de villes. Et ce qui s'est passé à l'office HLM de Toulouse, qui est un système qui remonte très loin, qui avait une vingtaine d'années, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Samuel, c'est qu'il y a un lanceur d'alerte en fait, qui m'a interpellé, qui m'a envoyé des documents, c'était un peu le bureau des légendes, donc c'était secret, et c'était des documents internes de l'office HLM, qu'ensuite moi j'ai fait passer à la presse, qui montraient qu'il y avait un système de discrimination, ce qui était appelé un système d'équilibre territorial. C'était comme ça que c'était appelé. Mais en fait, quand on fouillait, l'équilibre territorial, il était fait de telle sorte à discriminer des gens selon leur origine ou leur religion présupposée, parce qu'il n'y avait aucune, en plus, preuve formelle qu'un tel ou une telle était de telle religion ou de telle origine. Et il y avait des systèmes de couleurs par bâtiment. Donc vert, ça voulait dire qu'en gros, l'équilibre territorial était bon. Orange, attention, ça voulait dire qu'il y avait un certain nombre de populations dont les noms étaient à connotation étrangère, parce que des fois ça se faisait sur les noms des boîtes aux lettres aussi, hein. Donc étaient à connotation étrangère, donc il fallait rééquilibrer territorialement. Et il y avait les bâtiments qui étaient fléchés rouges, et je me souviens que le mot c'était bâtiment de reconquête, déjà à l'époque, où il fallait réinjecter des noms à consonance, on dirait, française, telle qu'ils le concevaient eux, quoi. Et tout ça a été fait sur le présupposé du fait qu'il fallait mélanger les personnes. Donc on se retrouvait dans un système où on partait d'une intention qui était peut-être louable de la part de ces concepteurs, mais qui en fait est devenu un système discriminatoire pour ne pas donner l'accès au logement à des personnes qui étaient fléchées comme n'ayant pas les bonnes origines ou n'ayant pas la bonne religion. Donc effectivement, il y a eu des dépôts, des recours devant la justice, des associations, et je remercie Samuel Thomas qui a été là pour porter ce combat. Malheureusement, le maire de Toulouse de l'époque, il est toujours là, M. Moudin, qui a refusé, lui, de se porter partie civile pour faire toute la lumière. Donc c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il en a été, au-delà des investigations qui ont été faites par les journalistes et par le lanceur d'alerte de l'époque. Mais ça montre aussi, quand je parlais de la mixité sociale, c'est ce qu'on vit en ce moment dans le quartier du Mirail, c'est-à-dire qu'on a 1400 logements, qui sont des logements viables, qui font partie du patrimoine architectural de la ville. Ça se passe dans les quartiers Rennery et Bellefontaine, qui sont sur ma circonscription, qui vont être démolis au nom de la rénovation urbaine. Et donc le programme, c'est de dire aux habitants, votre quartier sera encore mieux après les démolitions puisqu'on va reconstruire. Sauf que quand on regarde, il y a la moitié des habitants qui partent. Donc ça veut dire que 50% d'un quartier ne va pas profiter de la soi-disant amélioration du quartier. Et où vont ces habitants? Souvent, ils sont relégués dans des 3e, 4e zones entre eux,
dans du logement social ou alors du logement privé qu'ils ont trouvé, parce que bien souvent les solutions qui sont proposées en termes de relogement ne correspondent ni à la typologie des familles, ni aux moyens des familles. Et donc on reproduit d'une certaine manière les mêmes schémas, sauf qu'on va déporter ça vers des communes limitrophes, et on reproduit évidemment les mêmes problèmes sociaux, puisque ces nouveaux quartiers qui poussent ne sont pas accompagnés d'équipements publics, que ce soit de services publics ou alors de MJC ou de structures qui permettent de pouvoir se sentir bien dans un quartier, et pose la question aussi de l'artificialisation des sols en amont. Et donc cela est fait au nom de la mixité sociale. Et moi j'invite tout le monde à s'interroger. Est-ce que, donc souvent on nous dit c'est aussi pour lutter contre la délinquance et le communautarisme. Bon, ces deux problèmes, ils existent, c'est vrai. Nous on a des propositions là-dessus, je ne vais pas y venir. Mais est-ce que dans le 16e arrondissement, où on sait qu'il y a de la délinquance de profit, de défiscalisation, où il y a aussi une forme de séparatisme, est-ce qu'on vient faire des opérations de rénovation urbaine en disant aux habitants, écoutez, c'est pour votre bien et c'est pour la mixité sociale, donc on va tout démolir, et puis à côté, on va vous mettre des gens qui viennent peut-être des classes populaires, mais ça vous fera comme ça un contact avec le réel, avec des femmes de ménage, des aides-soignantes, des personnes qui sont sur le chantier, puis peut-être comme ça, vous serez moins déconnectés, et vous aurez envie, non pas de défiscaliser ce que vous avez, mais de payer vos impôts correctement et de partager les richesses avec l'ensemble de la société. Donc on voit que le modèle ne fonctionne que dans un sens, et c'est un modèle qui souvent est quand même paternaliste. Alors, je vais m'arrêter là sur ce sujet, parce que quelque chose d'assez passionnant et sur lequel je pourrais passer beaucoup de temps pour y avoir travaillé, que ce soit dans le secteur associatif et désormais dans le monde politique, mais sur les propositions qui ont été faites. Déjà, dans l'accès au logement, il faut savoir qu'une personne qui est non blanche a 5 fois moins de chances d'avoir accès à un logement, que ce soit dans le parc privé ou même dans le parc social. Donc il y a des phénomènes structurels de discrimination qui existent. Et je pense que tout à chacun a fait ou connaît des gens qui ont fait l'expérience de cette discrimination au logement selon le nom qu'on avait ou la photo qu'on avait sur le CV. Il y a aussi les discriminations qui se font évidemment par les moyens financiers, quand on vous demande des garants jusqu'à la 3e génération, et c'est limite si on ne vous demande pas la coloscopie de vos ancêtres. Donc on a ces systèmes-là qui doivent être régulés, notamment par le fait d'appliquer la loi. Parce qu'il y a des lois qui sont strictes, notamment dans les lois du rapport locatif du 6 juillet 1989, il est bien dit que les discriminations sont répréhensibles. De même que dans le code pénal, l'article 225-1 indique aussi qu'il doit y avoir des amendes contre les personnes qui pratiquent ces discriminations. Donc il faudrait tout au moins qu'il y ait encore des moyens humains qui soient alloués pour entendre les victimes de ces discriminations, pour aller faire les enquêtes et pour sanctionner éventuellement les propriétaires ou les agents immobiliers qui sont responsables de ces discriminations, et que les victimes puissent être réparées, puisque j'insiste là-dessus, être discriminé au logement, c'est une violence qu'on fait subir à la personne en fonction de son origine. Je dis bien c'est une violence, donc c'est une violence qui doit être réparée par la société. Ensuite, sur la question de l'anonymisation des candidatures, moi je ne suis pas fermé du tout à cette hypothèse, il faut voir comment ça peut se mettre en place. Mais on avait aussi porté, je me souviens à l'époque, d'un point de vue associatif, là, je ne parle pas d'un point de vue politique, une idée qui était de dire que dans les offices HLM, il y a ce qu'on appelle les CAL, c'est les commissions d'attribution de logement. Et souvent, dans les CAL, donc, il y a le conseil d'administration de l'office HLM qui est là, puis il y a des syndicats de locataires, et c'était d'ajouter comme composante des associations qui n'avaient pas d'intérêt particulier dans la défense des locataires ou dans la défense de l'office HLM, pour vérifier que les attributions ne se faisaient pas en fonction de critères discriminatoires. Quand je dis des associations, alors je ne veux pas engager la maison des potes, mais il faudrait réfléchir à quelles associations sont candidates, répondre à un certain nombre de critères, mais il me semble que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour avoir
un regard extérieur, même en cas d'anonymisation d'ailleurs, parce que il peut y avoir, on sait qu'on peut trouver des biais pour désanonymiser certains dossiers parfois. Enfin, je leur fais confiance pour certains y arriver.